Podcast agroécologie. Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouveau épisode du podcast agroécologie. On continue notre tournée de visite d'exploitation en Suisse romande. Et aujourd'hui, on va parler moins directement d'agroécologie, mais plutôt d'agroforesterie, qui peut être un pilier central de la transition agroécologique en Suisse. Et pour cela, on est sur l'exploitation de Jean-Daniel Cavin à Vuillan, dans le Jura. Bonjour, Jean-Daniel. Eh bien, bonjour. Comment ça va? Mais ça va super bien. Alors peut-être, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et présenter rapidement ton exploitation? Alors voilà, je m'appelle Jean-Daniel Cavin, j'habite à Vuillan, c'est les dernières pointes du Jura. Et puis j'ai un domaine de 29 hectares, en polyculture élevage. Donc j'ai pas mal d'animaux. En fait, je suis parti en bio en 2017. Et dans la foulée, j'ai fait la reconversion pour la biodynamie en 2019. Et là, j'ai 18 vaches mères suitées avec le label Naturabif. Et autrement, j'ai une vingtaine de brebis, des scouds et Heideschnuck. En fait, le bélier est Heideschnuck, ce qui me fait des agneaux un peu plus volumineux, parce que si on reste en pur scout, ils sont assez petits. Ok. Et autrement, j'ai 2 ânes que je mets avec les moutons pour protéger du loup. Alors, j'ai pas encore eu le loup chez moi, mais vaut mieux prévenir. Ok. Donc, durant la période de pâture, ils sont ensemble. Donc ils sont efficaces contre le loup? Alors, c'est ce que j'ai entendu parler. Après, j'ai pas encore eu l'expérience avec le loup, mais il semblerait que 2 ânes, c'est nickel. S'il y a trop d'ânes, après, c'est eux la meute et puis ils se protègent entre eux. Donc, il faut pas en avoir trop non plus. D'accord, ouais. Ouais. Et puis, autrement, j'ai 4 chèvres. Des boers, elles viennent d'Afrique du Sud. Enfin, elles sont pas venues d'Afrique du Sud, mais... Et puis, en fait, j'ai repris un talus d'un voisin il y a quelques années qui était bourré de ronces. Et j'avais mis mes moutons, ils étaient tout l'hiver là-bas. Je me suis dit au printemps que la végétation va partir, les petites ronces, ils vont les manger et puis ce sera réglé. Eh ben, ils les ont pas touchés. Il restait que les ronces et les orties. Alors, j'avais acheté 2 chèvres, ces boers, et puis... Ça a fonctionné. Ah, super bien. Là, actuellement, on peut aller voir le talus, donc il n'y a plus de ronces. Hein. Ouais, ok. C'est du beau boulot. Ok. Et autrement, j'ai des oies et des canards qui sont dans la safranerie. Je fais du safran depuis 2010. Et ils tondent, ils mangent les limaces, ils font un boulot de dingue, quoi. C'est des précieux alliés, en fait. Ouais. Et j'ai encore une vingtaine de dindes et des bronzés d'Amérique et des poules. Il y a les Appenzelloises huppées, les Suédoises millefleurs et quelques Araucanas. Ok. Et puis avec ça, j'ai quelques cultures spéciales aussi. Donc il y a le safran, mais j'ai aussi une autre épice, c'est le poivre du Sichuan. Donc j'ai un peu de blé panifiable. J'ai de l'orge et de l'avoine que je garde sur la ferme pour le bétail en fait. Et parce que tous mes animaux sont nourris exclusivement avec ce que je produis sur la ferme. J'achète rien à l'extérieur si ce n'est de sel minéral. Ok. Et puis autrement j'ai du maïs à popcorn. Donc c'est un maïs qui est un peu plus petit que le maïs qu'on voit habituellement dans nos champs. Et je le récolte à la main chaque année. Je monte des équipes, j'ai des bénévoles ou des jeunes qui viennent donner un coup de main. Et puis j'ai quand même entre 50 et 60 arts, donc on met 3-4 jours de récolte. Et puis après, en fait, je les sèche en épi dans des trémilles. Et puis par la suite, je les prends à mesure que j'ai besoin. J'ai une autre machine qui égrène.
Ouais. Et où je fais du popcorn, où je fais de la polenta. Ah, tu peux faire la polenta avec ce maïs aussi? Ah ouais. Okay. Et puis c'est juste une polenta fantastique, quoi. Donc actuellement, je vends plus de polenta que de popcorn. Okay. Une cuisson rapide, 10 minutes. Non, elle est vraiment top. Ah ouais? Quoi. Okay. Ouais. D'accord. Et puis autrement, j'ai du sarrasin. Ouais. Que je fais ou décortiqué ou en farine. Et puis le chanvre. Alors le chanvre, c'est pour les graines. Donc les graines, c'est 30% de protéines. Et puis autrement, je fais l'huile. Je suis équipé à la ferme pour avec une presse à huile pour faire mon huile, quoi. D'accord. Et donc tout ça, tu vends en vente directe? Voilà, exactement. À la ferme ou bien sur les marchés, je fais pas mal de marchés tout au long de l'année. Ok. Donc tu fais les marchés à où? Alors tous les 15 jours, je suis à Oron-la-Ville. Ouais. Et puis j'ai plein d'autres marchés épisodiques comme ça. Le plus grand, c'est la foire BioAgri à Moudon. Ok, ouais. Qui a lieu au mois de mai là. Ouais. Et puis après, je suis dans la région. Il y a le marché de la ferme des Troncs, il y a le marché Prospeciarara aussi par ici ou? Ouais, c'est juste à Lausanne là, à Sauvablin, voilà. Ah ouais, d'accord, ouais. Le marché Prospeciarara à Sauvablin. Ouais. Ouais. Et puis là, le week-end prochain, j'ai un ami qui fait pour la première fois un marché chez lui pour Pâques là. Ouais. Donc on teste aussi des nouveaux marchés. Ok. Ouais. Et toute cette diversité de produits, ça fait longtemps que tu fais autant de choses ou? En fait, ça a débuté avec le safran. Ouais. Parce que au début le safran, c'était pour faire des cadeaux à Noël à la famille, tout ça. Après, j'ai commencé à en vendre un petit peu. J'ai démarché la restauration. Et maintenant, c'est le plus gros part quand même de la restauration. Et puis après, en ayant cette opportunité de vendre en direct le safran, j'ai proposé d'autres produits. Puis après, j'ai commencé à faire les marchés, quoi. Ouais. Mais ça a commencé depuis que je suis parti en bio, en fait. Ok. Ouais. Et donc avant, c'était simplement une exploitation de polyculture élevage. Voilà. Ouais. Mais j'avais aussi moins d'animaux à l'époque. Hein. Ok. Ouais. Et puis avant, j'avais des Montbéliardes. Ouais. C'était une race à lait, donc je trayais en fait. Ouais. Mais comme c'était du lait d'industrie, ouais. Forcément c'était moins bien payé. Puis je savais qu'à terme j'allais partir dans la laite. Hein, puis ok. c'est chose faite maintenant. Ouais. Ok. Et aussi du coup donc tu fais de l'agroforesterie et la production de fruits. Voilà, tout à fait. Alors, en fait, on a toujours un verger sur la ferme avec pas mal de pommiers. Ouais. Donc, j'ai toujours fait du jus de pomme. Et puis, depuis 2018, là, j'ai un ami qui est venu sur la ferme. Et puis, en fait, il m'a parlé du Keyline Design. Quand il a vu la configuration du domaine au-dessus de la ferme, là, il m'a dit que ça pourrait bien s'y prêter. Puis je connaissais pas, et c'est là que je me suis renseigné après. J'ai acheté des livres, dont Marc Shepard, Ben Folk, et puis j'ai regardé sur internet Skyline Design. En fait, en 2019, j'ai commencé à planter des arbres en suivant ces courbes de niveau et en faisant une baissière en dessus, quoi. Peut-être pour les auditeurs, si tu peux un peu expliquer le système du keyline. Ouais. Alors en fait, le keyline, c'est vraiment une plantation, enfin pas forcément une plantation, mais un système de baissière qui suit les courbes du niveau, avec 1% de pente, voire 0%. Mais le but est vraiment de réceptionner l'eau et freiner l'eau et la garder vraiment sur le terrain, qu'elle ait le temps de pénétrer en faisant peut-être un circuit, en ayant des étangs ou des demi-lunes de décantation pour justement que l'eau ait le temps de s'infiltrer sur le terrain, quoi. Et du coup, tu plantes les arbres sur alors voilà, en bas de la baissière. En bas de la baissière, je plante les arbres et puis
Comme ça, ben, s'il y a un trop-plein, ben, où l'eau peut plus pénétrer dans le terrain, ben, elle est retenue par cette baissière, et puis elle va nourrir aussi les racines des arbres, quoi. Ouais. Et tu mets quelle distance entre les... Alors moi, j'ai choisi de mettre 30 mètres entre mes lignées d'arbres. Ouais. Et en fait, pour la configuration sur la ferme, là, j'ai construit un hangar il y a quelques années. Et en dessus du hangar, j'ai fait un étang. Et l'eau du toit du hangar va dans l'étang, parce que j'ai pas de source là-bas pour alimenter cet étang. Et cet étang, il se trouve à côté de la safranerie, donc il y a les oies et les canards qui vont dedans. Ouais. Et en fait, j'ai pas fait d'étanchéité parce que ben je voulais pas de plastique, pas de béton, enfin finalement, j'ai les oies et les canards qui me font l'étanchéité. Ouais. Il suffisait juste d'attendre un peu. Puis là, plus le temps passe, plus j'ai d'eau dedans. Il y a toujours eu de l'eau, mais il y a de plus en plus d'eau et puis ça fonctionne bien. Et puis en fait, cet étang, il a un trop-plein qui part dans un tuyau avec 1% de pente et puis qui sort un peu plus loin dans une baissière, justement, à ciel ouvert. Là. Donc, quand l'étang se remplit et déborde, eh ben, l'eau, elle continue son chemin, quoi. Ok. Et après, du coup, entre les rangées d'arbres, tu peux mettre tes grandes cultures. Voilà. Ben, entre ces 30 mètres, là, je laisse en général 3 mètres de bande herbeuse d'un côté ou de l'autre. Ouais. Et puis après, ben, je me fais les cultures que je fais chaque année, quoi. Donc, que ce soit du blé, de l'orge, de l'avoine, maïs popcorn, le chanvre ou le sarrasin. Ok. Et puis la bande herbeuse, en fait, elle est utile si tout d'un coup ben, on a un été sec, ben, j'ai accès avec le tracteur pour pouvoir aller arroser les arbres. Ouais. Ok. Et donc la raison principale que tu fais ça, c'est pour limiter l'érosion et récupérer l'eau, ou il y a aussi d'autres? Oui, alors il y a ça, mais aussi donc quand je sors mes bêtes, moi j'appelais ça mon désert vert là en dessus de la ferme parce que en fait il y a pas un pet d'ombre, quoi. Ouais. Alors ben, les animaux ils ont toujours accès à la ferme, donc mais ils font beaucoup de va-et-vient, donc à l'intérieur ou aller dehors à la pâture. Alors j'espère que d'ici quelques années, quand les arbres auront bien poussé, ben, qui pourront rester à l'extérieur, à l'abri de l'ombre d'un arbre, quoi. Ouais. Ok. Et c'est quoi comme type d'arbre? Alors, il y a principalement du pommier, donc c'est des arbres de tige. Hein. Ouais. Il y a pommier, poirier, prunier, et puis j'ai mis d'autres essences aussi. J'ai mis du châtaignier, de l'érable à sucre. Il y a quelques bouleaux. Parce que je récolte aussi la sève de bouleau chaque année au mois de mars, là. Et puis là, je suis en train d'incorporer aussi dans certaines lignes d'agroforesterie les poivriers du Sichuan. Ah oui, ouais. Et maintenant, je pars sur un autre poivre, c'est le Tilfda. Donc, c'est le poivre Timut, c'est un poivre népalais qui a toute une autre saveur. Donc, le Sichuan a un goût de citronné. Ouais. Et le Timut, c'est plutôt pamplemousse. Ok. Et je suis en prévision de ces prochaines années planter encore un autre poivre, c'est le Sancho. Ok. En fait, ces trois, c'est des faux poivres. Et le Sancho, c'est un poivre japonais qui a encore une autre saveur, c'est une saveur mentholée. Donc des faux poivres passent à le goût du poivre, mais c'est pas le vrai poivre. Non, le faux poivre, c'est parce qu'on récolte la coque. Ok. Pas la graine. La graine qui est au milieu, on la jette. Okay. Elle est juste bonne pour les poules ou bien pour essayer de la faire germer. Mais d'accord, ok. Mais on va pas la consommer parce qu'elle est dure, elle est amère. Ok. Ouais. Et donc ce poivre, c'est aussi pour la vente directe ou tu fais des produits? Tout à fait. Alors je la vends direct, je la vends je les vends dans la restauration aussi, où je fais du jus de pomme. Alors, j'ai le jus de pomme au safran, le jus de pomme au poivre du Sichuan,
Et puis peut-être que ces années prochaines, il y aura d'autres dérivés du jus de pomme. Et donc, si on revient un peu au système d'agroforesterie, est-ce qu'il y a il y a des difficultés à mettre en place ou à entretenir le système ou? Bah alors, de toute façon, c'est du travail, hein, c'est sûr. Après, il faut faire gaffe les compagnols. Et puis, c'est clair qu'après, il faut faucher. Alors moi, je prévois aussi mettre les moutons. Donc, il faut protéger les arbres. Ouais. Parce que j'ai des moutons qui aiment assez le feuillage. Ouais. On dira ça, puis l'écorce. Donc, il faut vraiment bien protéger avec aussi l'électricité. Parce que du coup, entre les rangées d'arbres, t'as des bandes de grande culture, mais t'as aussi des bandes de pâturage. Alors j'ai cette bande herbeuse de 3 mètres. Ah, seulement la bande herbeuse, ouais. Ou plus des fois, ça dépend. Ouais. Si je peux laisser même 6 mètres, des fois ça peut arriver. Et puis là, je vais passer avec ou faucher ou passer avec les moutons, quoi. Ok, mais les bandes de 30 mètres, ça, en général, c'est des grandes cultures. T'as pas des pâturages Oui, j'ai aussi des pâturages, bien sûr. Ouais, okay. En fait, sur les 29 hectares, là, j'ai 6 à 7 hectares de culture. Le reste, c'est des herbages variés, quoi. Ok, d'accord. Ouais. Et ça, par rapport à avant l'agroforesterie, ça n'a pas changé les surfaces entre les grandes cultures et les herbages? Non, ça change pas. De toute façon, moi, il faut que je nourrisse mes animaux avec mon foin, mon regain. Je fais aussi du silo d'herbe un peu. Et puis. Mais je veux dire concrètement, t'as pas perdu de surface de grande culture avec les arbres ou? Ben non, pour les graines de culture, ça va rien changer parce que il y a toujours assez d'herbage, quoi. Ouais. Donc, si tu veux bien, j'ai plus d'herbage avec avec l'agroforesterie. Ouais. Puisque je laisse ces 3 mètres aussi. J'aurai tout le temps la quantité voulue pour ma vente directe. Ouais. Ok. Et du coup, donc t'as dit les produits que tu prévois d'avoir avec l'agroforesterie, c'est le poivre et les fruits? Alors, principalement des pommes, ouais. Je fais pas mal de jus de pommes. Et puis, comme j'en fais du nature, j'en fais au safran, j'en fais au poivre. Ouais. Donc, j'attends ces années prochaines à pas mal de fruits, quoi. Ouais. Voilà, je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose sur le système d'agroforesterie. Alors, peut-être juste sur les érables. Alors, je prévoyais les faire en tétard. Ouais. En trogne. Mm-hmm. Après, pour pas qu'ils montent trop non plus. Puis ça me fait du bois de taille aussi pour faire du BRF. Parce que je fais aussi du BRF depuis plusieurs années, là. Et ça, tu l'utilises pour le... Alors, un paillage de la safranerie pour le safran ou je mets aussi dans la vigne autour des arbres. Ouais. Ok. Puis ça garde vachement l'humidité, alors... Donc, ça va être dans ce podcast, en général, c'est un podcast sur l'agroécologie, donc aujourd'hui, on se concentre un peu plus sur l'agroforesterie. Mais s'il y a quand même d'autres pratiques que tu mets en place, qui seraient agroécologiques, alors, tu voudrais dire quelques mots? Peut-être la biodynamie. Ouais, ok. Avec la biodynamie, je pense que ça améliore aussi beaucoup les sols. Donc, on fait la bouse de corne. Ouais. Donc, la bouse de corne, c'est prendre des cornes de vache où on met de la bouse dedans, on l'enterre l'automne pendant 6 mois, et puis on la redéterre autour de Pâques, là, et puis après, ça sent bon, et puis ce qu'on ressort de ces cornes, on va la dynamiser après. Ouais. Donc, on va prendre entre 80 et 100 grammes cette bouse de corne, dynamiser dans 30 litres d'eau à l'hectare.
Voilà. En fait, c'est un tuitant est 5 grammes de bouse de corne pour 30 litres d'eau à l'hectare. Et puis après, on va les peindre à grosses gouttes avec un diffuseur spécial, quoi. Ok. Et puis il y a ça, puis il y a la silice de corne aussi qu'on applique alors sur la plante. Elle est préparée à du compost. Ok. Alors la silice de corne, c'est la même chose, c'est du quartz qu'on remplit dans une corne. Ok. Et puis on l'enterre 6 mois, on la redéterre et puis on dynamise aussi. Donc là, c'est 4 grammes pour 30 litres à l'hectare. Ok. Et puis du coup, tu fais du compost ici? Alors avec mes fumiers de stabulation, ouais, je fais un compost où je mets les préparats du compost aussi à l'intérieur pour une meilleure digestion du compost. Et puis sinon, j'ai l'impression que tu utilises beaucoup les animaux pour des services voilà, tout à fait. plus que juste. Alors déjà pour commencer, les oies et les canards dans la safranerie pour désherber, manger les limaces. Et donc tu m'as dit, ils mangent pas du tout ni l'un ni l'autre mangent le safran. Ouais, c'est ça qui est beau. Ni la feuille ni la fleur est touchée par le canard ou l'oie. Mais ils mangent les mauvaises herbes dans le safran? Alors, ou c'est plus pour tondre autour? Alors c'est pour tondre l'herbe, le gazon qui est autour, ouais. Puis 5 oies, ça mange comme un mouton. Ah ouais, ok. Puis du coup, ça c'est les canards, ils mangent toutes les limaces, parce que ça c'est un problème pour le safran? Oui, alors principalement au mois d'octobre, quand il y a la floraison. Ouais. Parce que la fleur, elle sort la nuit. Et puis j'ai eu pas mal de dégâts de limaces au début parce que la limace perforait la fleur, mangeait le pistil. Ok. Et puis je savais qu'en permaculture ils utilisaient le courant indien, alors j'ai acheté 2 coupes directes. Et puis depuis j'ai quasiment plus aucune limace. Quoi. Alors je dis pas que j'ai plus de limaces, non, mais tu utilises rien d'autre que les canards, ou t'as quand même besoin d'anti-limaces? Ah non, j'utilise uniquement les canards. Ouais, ok. Ouais. Puis comme ils sont dans la safranerie toute l'année, donc la pression de limace est bien régulée. Ouais. Ok. Et puis du coup les chèvres, voilà, alors un peu débroussailler. Alors les chèvres, elles ont la mission de manger les ronces. Ouais, après les ânes, on pourrait aussi dire que ils sont assez friands des chardons. Ok. Donc j'ai un pré avec des chardons là où je mets les moutons. C'est vrai que depuis que je mets les ânes, j'ai plus trop de boulot à aller chercher des chardons, quoi. Ok. Ok. Et peut-être un peu pour les prochaines années, est-ce que tu prévois de faire? Est-ce que t'as d'autres projets, ou comment tu vois l'évolution de... il manque peut-être les cochons. Okay. Je sais pas. Pourquoi pas imaginer un petit labour avec les cochons? Ok. Ouais, effectivement. Et puis du coup, pour l'agroforesterie, donc là, c'est un processus en cours. T'as encore des lignes à planter? Voilà, j'ai encore des lignes à planter et des baissières à faire. Ouais. Ça suit son cours. Et puis, donc chaque année, tu plantes une partie? Voilà, alors j'ai commencé à planter en 2019 et puis c'est vrai que chaque année, je fais un petit bout. Là, j'arrive au sommet de la colline. Là. Ouais. Donc, ça touche gentiment au bout, quoi. Ok, ouais. Après, il faudra que ça pousse. Ok. Peut-être un peu une question plus un peu générale pour l'agroforesterie en Suisse. Comment tu vois l'évolution? Est-ce que tu penses que ça va se développer? Ou alors, comment tu vois ça? J'espère que ça se développe parce que je pense que c'est un projet d'avenir, ça, de toute façon. Ouais. Je sais pas, peut-être, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont assez réticents à ça, quoi. Ouais. Soit avec la mécanisation, peut-être. Ouais. Parce que, par exemple, toi, pour la mécanisation, ça te pose des difficultés ou pas vraiment? Pour l'instant pas. Ouais, les arbres sont petits. Après, on verra. Mais après, c'est aussi comment on conduit nos arbres. Hein. Faudra faire en sorte qu'ils dérangent le moins possible aussi. Ouais. Et puis avec une bande de 3 mètres. Après, peut-être qu'il y aura 2 bandes de 3 mètres de chaque côté. Et puis
Et puis ça va pas poser de problème avec la batteuse ou des grosses machines, mais je prends peu de grosses machines en fait. Ouais. Mais tu penses que le système peut être adapté à des exploitations plus grandes avec plus de mécanisation si on n'est pas suffisamment les... Oui, je pense que ça peut jouer. Après, tout doit se faire, se construire en conséquence, quoi. Ouais. Mais il faut la volonté aussi. Ouais. Et puis, c'est quand même aussi un investissement assez important. Alors, c'est sûr que... Surtout en temps. Alors, oui, alors... et puis, plus le temps passe, plus il y aura du boulot parce qu'il y a de la taille. Mais après, ça peut se faire en période où il y a moins de travail, donc dans le courant de l'hiver et tout. Ouais. Donc, c'est échelonné aussi. Et est-ce que tu penses un peu le cadre légal en Suisse, ça peut provoquer des réticences ou un peu la peur de pas pouvoir enlever les arbres ou des choses comme ça? En tout cas, toi, ça t'inquiète pas. Moi, ça va pas me freiner, non. Ouais. Parce que, justement, comme je disais avant, il va falloir de l'ombre. Et puis, je pense que si on va avec des périodes vraiment plus chaudes, tout sera retrouvé, là. Ouais. Parce qu'en période sèche, tu vois déjà une différence pour tes grandes cultures, par exemple ou... Alors, en fait, sur certaines parcelles, oui, parce que il faut aussi dire que j'ai, à certains endroits, là, des sols peu profonds. Ouais. 30-40 centimètres et je suis déjà sur la molasse. Ok. Et puis là, c'est vrai que l'été, alors on voit tout de suite que les herbages ou la culture baissent un peu l'aile. Ouais. Mais avec le système, ça Alors s'améliore justement, ou pas encore? alors j'en suis pas encore là, mais avec le keyline, je pense plutôt ramener de l'eau de ce côté où c'est un peu plus sec. Ouais, ok. On verra ces années prochaines si ça a une incidence positive ou pas, quoi. Je pense qu'on arrive gentiment au bout de nos échanges. Donc, aujourd'hui, on a eu la chance de visiter une exploitation particulière qui nous a permis de découvrir plus en détail l'agroforesterie, qui pourrait être une pratique essentielle pour réaliser la transition agroécologique en Suisse. On remercie particulièrement Jean-Daniel pour son temps et je sais pas, pour conclure, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou Alors, dire un dernier mot? j'encourage tous ceux qui sont indécis à vraiment faire le pas puis partir dans l'agroforesterie. Ok. Ouais. Tu auras un conseil pour faire ce pas ou pour des agriculteurs qui hésiteraient? De pas avoir Allez regarder déjà ce qui est fait ailleurs ou se documenter. Ouais. Ça Donc peut tu as être, évoqué toi, tu t'étais surtout documenté avec le livre de Mark Shepard. Ouais, alors j'ai bien aimé le livre de Mark Shepard là sur l'agriculture de régénération. Et puis je l'ai lu plusieurs fois. C'est vrai qu'il m'a pas mal décidé. Ok. Ouais. D'accord. Alors, en tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Et puis, Merci à toi. Et puis, donc, on se retrouve là dans 2 semaines pour le prochain épisode. Merci. Ciao, ciao.